Ce soir, notre invité est John Bolton, ancien chef du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche durant le premier mandat de Donald Trump. Vous voulez en savoir plus sur John Bolton ? Alors vous allez écouter Hélène Corby qui vous dresse son portrait. Hélène ? Absolument Christian, c'est parti. Alors John Bolton, qui est-il ? Eh bien, il est l'homme par qui le scandale est arrivé juste avant les élections présidentielles de 2020. Dans un livre explosif, John Bolton livrait ses confidences sur le président Donald Trump, dont il a été le conseiller à la sécurité nationale pendant 17 mois. Il en tire un portrait très acide, asseyant ainsi sa réputation d'électron libre. John Bolton, alors, qui est-il ? Eh bien, il est né en 1948 dans une famille modeste de la banlieue de Baltimore. Il est issu d'une mère femme au foyer et d'un père pompier, un ancien GI qui a été blessé lors du débarquement en Normandie. John, quant à lui, eh bien, a poursuivi des études de droit. Il est devenu avocat et très tôt, eh bien, il a adopté des positions anticommunistes et il a milité pour la guerre au Vietnam. Ensuite, eh bien, il a enchaîné tout un certain nombre de postes en lien avec les relations internationales, d'abord auprès de Ronald Reagan, puis de George Bush et un peu plus tard auprès de George W. Bush. Et tout au long de sa carrière, eh bien, John Bolton a tenu des positions opposées aux manœuvres de maintien de la paix, mais partisanes des guerres préventives. Flirtant parfois avec l'extrême droite, John Bolton se classe parmi les républicains nationalistes. Merci Hélène. Et ce soir, notre invité, donc on l'a dit, est John Bolton. Bienvenue. John, tout d'abord, première question. Après 4 années de présidence, Joe Biden, qu'attendez-vous concrètement du deuxième mandat de Donald Trump ? Eh bien, je pense que la première chose qui intéresse Trump, c'est des rétributions. Il veut faire payer ses anciens ennemis en les faisant payer, en prenant des actions. Et c'est ce qu'il a à l'esprit aujourd'hui. Il veut instituer un certain nombre de politiques qui vont être controversées et qui vont concerner les migrants illégaux aux États-Unis. Vous allez voir certainement le début de cela dès sa prise de fonction en janvier, et peu après, il va lancer une guerre contre tout le monde dans le monde. Il a dit qu'il mettrait des taxes de 10 à 20% contre les importations, contre la Chine, 25% contre le Mexique et le Canada. Donc, à part la politique internationale, du côté économique, ça va être très, très différent comme approche, différent de tout autre président républicain depuis 50 ans. Pour vous, John, Donald Trump est-il à la hauteur de la tâche face aux défis ukrainiens et iraniens ? Je ne pense pas que Trump soit adapté à être président. Je le dis dans mon livre. Je crois qu'il ne comprend pas ce qui est en jeu dans les affaires internationales. Il ne connaît pas grand-chose. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de comprendre, en particulier en France. Il n'a aucune philosophie. Aucune philosophie. Il ne fait pas des politiques que nous comprenons. C'est des choses transactionnelles, épisodiques. Il voit les choses par le prisme de ce qui est bon pour Donald Trump et n'a aucune ligne constante qu'il suivrait que vous pourriez comprendre. Sera-t-il capable, selon vous, de faire tomber le régime iranien et son programme nucléaire qui sont pour Israël une menace existentielle ? Écoutez, il a dit quand il était président la première fois et il a dit pendant la campagne que le changement de régime en Iran n'est pas son objectif. Il parle du retour à une campagne de pression maximum, de sanctions économiques. Le problème avec ça, c'est que tant que le régime à Téhéran est en place, ce sera une menace existentielle pour Israël et sa prolifération nucléaire et son soutien au terrorisme est une menace aussi pour les États-Unis, pour les pays du Golfe arabe, pour l'Europe et le monde en entier. Et donc, beaucoup pourrait arriver entre maintenant et le mois de janvier, le 20 janvier. On verra ce que fait Bibi Netanyahou. Mais Trump, je pense, est toujours ouvert à négocier avec l'Iran. Lisez dans mon livre comme Emmanuel Macron a amené Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, au sommet et pour essayer de le faire rencontrer Trump. Ça aurait été un désastre. Il l'a pas fait, mais on était tout près. Peut-on imaginer, John, qu'il négocie avec l'Iran qui veut la destruction d'Israël et dont l'ADN, on le sait, est le terrorisme ?
Eh bien, écoutez, Trump va négocier avec quiconque et c'est pourquoi il n'a pas rencontré Javad Zarif en août 2019 et c'est remarquable. J'étais avec lui, avec Jared Kushner, son beau-fils et Mick Mulvaney, le chef de cabinet de la Maison-Blanche. On était totalement opposés à cette rencontre. Jared pensait que ça devait avoir lieu. C'était tout près. Trump, l'idée de faire le deal du siècle est irrésistible. C'est pourquoi il négocie avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Il pense que les deals, c'est la chose la plus importante. C'est pas qu'il a une politique. Il veut faire des deals et s'il y arrive, ça a attiré l'attention sur lui, c'est tout. Et donc ceux qui croient que Trump va être automatiquement pro-Israël et anti-Iran lisent et ne comprennent rien à l'homme lui-même. Quelle est votre opinion sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, cessez-le-feu en cours, nous dit-on. Est-ce que c'est sérieux pour vous ? Écoutez, il y a beaucoup de discussions dans l'air. On parle depuis un an et puis de cessez-le-feu avec Gaza, un autre cessez-le-feu à Gaza, et puis on parle de cessez-le-feu au Liban. L'administration Biden fait énormément de pression sur Netanyahou et les Israéliens. Je pense que ce serait une erreur pour Israël de rentrer dans un cessez-le-feu. Je pense que démanteler le Hezbollah et le Hamas, ce qu'ils doivent continuer à faire pour leur propre sécurité et pour le reste du monde. De manière intéressante, la période du cessez-le-feu que l'administration Biden évoque et qui peut être intéressante pour Netanyahou, c'est que ça durerait 60 jours. Eh bien, aujourd'hui, ça veut dire que l'administration Biden arriverait en fin de mandat. Et donc, je pense que ce que Biden fait ici, c'est politique. Il veut limiter Netanyahou jusqu'à la fin de son mandat. Et Bibi doit se dire, j'aime pas, mais je vais le faire. Parce que quand j'arriverai chez Trump, j'aurai plus de liberté. Maintenant, pour vous, John, une question d'Hélène Corby, en particulier sur la réaction inattendue de la Cour pénale internationale. Hélène ? Oui, absolument, Christian, puisque c'était il y a quelques jours, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et puis contre son ancien ministre de la Défense aussi, Yoav Gallant. Tous deux sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Selon le Premier ministre israélien, cette décision est un jour noir dans l'histoire des nations et une faillite morale. Écoutons ce qu'il a déclaré. Il s'agit d'une mesure antisémite qui n'a qu'un seul objectif, me dissuader, nous dissuader d'exercer notre droit naturel de nous défendre contre nos ennemis qui se soulèvent contre nous pour nous détruire. John Bolton, quel jugement portez-vous sur ces accusations ? Eh bien, j'ai dit pendant 25 ans que la Cour pénale internationale est fondamentalement illégitime. Ce n'est pas un tribunal véritable, c'est une comédie. Mais le moment le plus de fierté au service du gouvernement pendant l'administration de George W. Bush, quand j'ai désigné le statut de Rome et qui a créé la Cour. Les États-Unis ne deviendront donc jamais part de ce tribunal. C'est une fantaisie de dire que ce tribunal pourrait avoir une juridiction sur un pays qui n'a jamais signé ou ratifié ce traité. C'est simplement un assaut sur la souveraineté nationale qui renoncerait à sa souveraineté. C'est pareil pour Bruxelles. Pourquoi renoncer à la souveraineté ? Je suis heureux que les Israéliens n'ont pas ratifié ce traité. Je les félicite. Et nous devons soutenir entièrement le gouvernement israélien, porte ce que fait la CPI. John, Donald Trump a dit qu'il était prêt à renouer le dialogue avec Vladimir Poutine. Qu'en attendez-vous et quelles conditions peuvent-ils poser pour mettre fin au conflit en Ukraine ? Je suis très préoccupé par l'avenir de l'Ukraine. Je pense qu'à la base, ce que Trump veut, c'est qu'il veut que cette guerre soit terminée avant de rentrer en fonction en janvier 20. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. Il pense que c'est des guerres de Biden, il ne veut pas s'en occuper. Mais ce que cela montre, c'est que peu lui chaud comment se terminent ces guerres. Elles ne seront pas terminées le 20 janvier, il va devoir s'y mesurer, mais il veut que ça se termine. Et ça, c'est des mauvaises nouvelles pour l'Ukraine. Il va lancer une campagne, il va faire rentrer Zelensky et Poutine dans une salle et en 24 heures régler tout ça. C'est impossible, mais ça va être terrible. Mais ce ne sera jamais la faute de Trump, comme c'est connu. Ce sera toujours la faute des autres. Et moi, j'ai peur que les relations de Trump avec Poutine vont l'amener rapidement à la conclusion que c'est la faute de Zelensky. Et ça, c'est des mauvaises nouvelles pour l'Ukraine. Quand Vladimir Poutine déclare qu'il utilisera l'arme nucléaire contre l'Occident, qui pourrait utiliser à son tour
des missiles balistiques et hypersoniques contre la Russie. Prenez-vous ces propos au sérieux? Et puis finalement, y a-t-il un risque, c'est la question qu'on se pose, un risque de troisième guerre mondiale? Eh bien, écoutez, chaque fois que Poutine menace, que ce soit nucléaire ou conventionnel, nous devons le prendre au sérieux dans ce qu'il dit. Mais l'histoire, depuis 3 ans maintenant en Ukraine, c'est que Poutine bluffe constamment. Mais pourtant, il intimide Biden et l'OTAN qui ont peur, encore une fois, d'élargir la guerre. Si Poutine a une armée cachée quelque part pour être une menace conventionnelle, où est-elle? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en Ukraine maintenant pour couvrir les mauvaises performances des troupes russes là-bas? Sur le front nucléaire, nous avons des témoignages publics des renseignements américains et des officiels qu'il n'y a jamais eu de preuves après la menace de Poutine sur le nucléaire, qu'ils aient déplacé leur capacité nucléaire ou leurs missiles de quelque manière que ce soit, disant qu'ils vont l'utiliser. C'est du bluff du début à la fin. Et si vous comprenez les bluffs de Poutine, eh bien vous tombez dans son piège. Et il n'y a pas de projet, il n'y a pas de progrès sur le terrain qui sont faits du tout. Est-ce que pour vous, John, Donald Trump sera en mesure de faire face à l'axe du mal, Chine, Russie, Iran, Corée du Nord? Eh bien, je pense que l'accès à l'information est pas parfait. Il y a des problèmes internes, il y a des problèmes avec certaines des nations satellites, comme on les appelle, mais il n'y a aucun doute que c'est le dénominateur commun de la menace pour l'Ouest au XXIe siècle. Je ne suis pas sûr que Trump soit capable de comprendre cela jusqu'au bout. Je pense qu'il est vulnérable face à Xi Jinping ou à Poutine qui lui dirait « Écoutez, nous, on a des différences entre nos pays, mais ensemble, tous les deux, tous les trois, on peut tout régler entre nous. Asseyons-nous et réglons les problèmes. » Xi Jinping pourrait dire « Faisons le deal du siècle sur le commerce et régler les disputes. » Trump pourrait être entraîné à faire cela, donc la menace est réelle. Je ne pense pas que ce soit à la mesure de Trump et je ne pense pas qu'on ait la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il est prêt à avoir le budget de défense américaine nécessaire pour se mesurer à cela? Mais l'Amérique doit faire en même temps, c'est réduire le budget pour réduire la dette nationale. Et donc, ce que Trump va pouvoir faire, je ne sais pas, et ça va être compliqué avec cette menace d'imposer des taxes sur les importations. Ça pourrait être une guerre commerciale qui toucherait tous nos pays. Alors, John, je sais que Donald Trump ne fait confiance ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN. Pensez-vous qu'ils peuvent s'unir contre ces taxes du mal, précisément? Écoutez, je pense que sur les questions commerciales, pour commencer, si les États-Unis se joignent à la Grande-Bretagne, à l'Union européenne, au Japon, la Corée du Sud, Taïwan et d'autres, nous pourrions exercer une pression économique énorme sur la Chine. Pas pour des raisons commerciales, mais pour des questions de sécurité nationale, pour arrêter les Chinois qui devraient cesser de voler nos propriétés intellectuelles, entre autres, et menaçant des petites nations. Et ça a été suggéré pendant le premier mandat de Trump, ça n'a pas marché. Il préfère se battre avec ses amis plutôt qu'avec ses adversaires. Et cette menace de la Chine dans la sphère militaire pourrait se manifester très rapidement avec une menace d'encerclement de l'île de Taïwan, avec une menace militaire, bref, beaucoup de points d'interrogation. Je ne suis pas sûr que Trump comprenne vraiment suffisamment ces problèmes pour pouvoir effectivement combattre l'axe russo-chinois. Donald Trump n'aime pas Emmanuel Macron. On le sait. Il le considère comme un personnage instable. Est-ce un problème, selon vous, pour la relation USA-Europe? Il n'aime surtout pas Macron, mais parfois, il l'aime bien. Comme je lui ai dit, en 2020, il a presque été convaincu par Macron de rentrer chez Jafar Zarif. Et donc, je pense que ce qu'il n'aime pas, c'est l'Union européenne. Il pense que c'est des désavantages face au commerce avec l'Amérique et quelques exceptions, parmi elles la France. Ils ne dépensent pas les 2% de leur PNB du PIB sur la défense et donc ils ne sont pas d'accord là-dessus. Et l'analyse est correcte. L'Amérique devra investir 3% du PIB sur la défense et d'arriver pas au niveau de Reagan, mais les autres États membres devront passer de 2 à 4%.
Est-ce parce que l'Union européenne est vraiment anti-israélienne? Je pense que ça se concentre essentiellement sur des questions commerciales et sur l'échec de répondre aux obligations de l'OTAN. Il y a beaucoup d'autres régions, si vous parlez de l'Union européenne, mais ça n'est pas ce qui inquiète Trump. Ce sera un problème de traiter avec la Chine, vu la dépendance de beaucoup d'économies européennes importantes sur le commerce chinois, l'Allemagne, mais aussi la France. Et ça va être difficile, je pense, de produire une base sur la vente et l'achat de Chine. Les États-Unis ont vraiment réduit leur commerce avec la Chine et la Chine, après être le partenaire numéro 1, le partenaire numéro 3 pendant cette période. Est-ce que Donald Trump sera suffisamment fort pour restaurer la crédibilité du bloc occidental? Eh bien, ses problèmes avec l'OTAN peuvent empêcher ça. Dans un contexte à propos d'Ukraine, je suis très inquiet de ce qu'il pourrait faire à l'OTAN. Il n'a jamais caché son désir de se retirer de l'OTAN. Il regarde des choses comme ça. Il pense que nous défendons l'Europe et ça nous donne rien et l'Europe ne paye pas. Donc, pourquoi faire? Il ne comprend pas la défense collective, les alliances. Il ne comprend pas que les États-Unis tirent profit d'avoir des alliés en Europe. Et on lui a expliqué, mais il n'a jamais compris. Donc je suis très inquiet de ce qu'il va faire de ce point de vue avec l'OTAN. L'ordre mondial sous domination américaine est obsolète. Selon vous, Donald Trump essaiera-t-il de regagner la position de leadership des États-Unis? Vous savez, la gouvernance globale a différentes significations. Certains considèrent les Nations Unies et les organisations internationales. Je ne pense pas que ça pourra fonctionner. Depuis 1945, ce que nous avons eu est des solutions ad hoc de protection qui ont maintenu le commerce international en vie, basé sur la puissance militaire des États-Unis et de ses alliés. Et il va dans une direction isolationniste qui peut créer des problèmes dans le monde entier. Et nos adversaires, comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie, vont essayer de remplir ces vides. Je suis inquiet. Le peu d'ordre que nous avons aujourd'hui dans le monde est encore plus menacé et moins prononcé que ce qu'on avait jusqu'à présent avec Trump comme président. Il faudra voir. En prenant en compte, John, les développements en cours dans l'ensemble du monde, quelles sont vos prévisions? Comment voyez-vous l'avenir? Écoutez, j'espère que Trump ne fera pas trop de dommages pendant son mandat. Et si vous regardez sur le long terme avec l'économie chinoise qui décline, la solution est les choses baissent et à la fin du siècle, les Chinois seront diminués. Leur période de risque, c'est dans les 20 prochaines années. Du point de vue de la Chine et de la Russie et de leur accès. Et donc, ce que se doit évoquer, c'est une réponse occidentale forte avec l'OTAN et les alliés pour s'opposer à cela. Et il y a toute raison de croire qu'on pourrait réussir si nous ne quittons pas le match et qu'on ne laisse pas le terrain à nos adversaires. Nous parlions, John, un peu plus tôt de possible troisième guerre mondiale. Mais en fait, est-ce qu'on n'aura pas plutôt droit à une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis? Écoutez, je pense que si ça va en ce sens, la meilleure chose qui puisse arriver et qui pourrait arriver dans les mois à venir, avant janvier 20, ce serait qu'Israël détruise le programme nucléaire d'armement iranien. Il pourrait le faire. Et c'est les parties les plus importantes. Ils ont déjà détruit les défenses aériennes et donc le programme nucléaire est maintenant vulnérable. Ça pourrait être détruit. Maintenant, cela dépend aussi si les États-Unis ont la résolution d'avoir une position ferme dans le monde, dans le domaine nucléaire en particulier. Parce qu'une fois que vous avez un avantage américain clair au niveau de l'armement, cela dissuade les adversaires d'attaquer. Et Donald Rumsfeld disait, c'est la force américaine qui n'a jamais été une provocation. Ce qui est une provocation, c'est la faiblesse américaine. Et si Trump va dans la direction isolationniste, la Chine et la Russie vont exploiter cela. John,
vous avez passé 17 mois à la Maison-Blanche en compagnie de Donald Trump. Si vous l'aviez en face de vous aujourd'hui, que lui diriez-vous? Quel message, quel conseil seriez-vous prêt à lui prodiguer? Alors ça, c'est vraiment un scénario hypothétique parce que je ne pense pas que ça arrivera. Mais je lui dirai d'abord et avant tout, la première chose qu'il doit faire, c'est augmenter dramatiquement le budget de défense américaine. Sur tout l'éventail des menaces que nous avons avec nos alliés, que ce soit dans le cyberespace, dans l'espace, air, terre, mer, nucléaire, c'est énorme comme défi à relever. Et nous dépensons déjà beaucoup d'argent et on devrait le faire de manière plus efficace. Nous nous sommes permis, je pense, de croire à cette théorie de la fin de l'histoire dans les années 90 quand l'Union soviétique s'est effondrée. Mais c'est faux. L'histoire est encore là et pas seulement la Chine, la Russie, mais la prolifération nucléaire, le terrorisme. Nous devons renforcer notre budget de défense et travailler contre ces menaces avec nos alliés. Feu le président Reagan avait l'habitude de dire l'Amérique pourrait jouer le rôle de gendarme of the world, le gendarme du monde. Est-ce que vous conseilleriez la même chose à Donald Trump aujourd'hui? Écoutez, je ne pense pas que nous devions être le gendarme du monde. C'est au-delà de toute capacité de quelque pays que ce soit. Mais un Occident fort, un accès de dissuasion pour ceux qui seraient tentés d'attaquer. Parce qu'ils savent que s'ils agressent, comme ce qu'a fait la Russie contre l'Ukraine, ils souffriront bien plus que tout ce qu'ils pourraient emporter sur le champ de bataille. Eh bien, ils ne tenteraient pas de faire ce genre de choses dès le départ. Ce que nous voyons dans le désordre qui s'étend partout en Europe centrale, au Proche-Orient et potentiellement en Asie, c'est ce sentiment que nos ennemis peuvent se sortir des agressions avec la main haute. Et donc, ils vont continuer à le faire, pourquoi pas? John, quel est le message que vous souhaiteriez adresser au monde, justement, vu les incertitudes qui nous entourent aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il est important d'essayer de persuader Trump de faire ce qu'il faut faire et de rester dans les lignes que j'ai recommandées dans cette conversation, mais aussi d'avoir de la patience parce que ça va être très dur d'obtenir de Trump de réfléchir de manière systématique. Rappelez-vous les paroles de Winston Churchill qui disait « Vous pouvez toujours compter sur les Américains de faire la chose juste, généralement, après avoir tout essayé à part ça. » Et Trump, c'est tout à part ça. Et on va l'avoir pour 4 ans. Mais en fin de compte, nous avons encore la capacité de l'emporter sur nos ennemis, mais il faut simplement traverser cette période de tension. John, Israël est menacé de l'extérieur. Si vous aviez un message à lui adresser aujourd'hui, quel serait-il? Eh bien, c'est un énorme combat aujourd'hui, il y a beaucoup de fatigue avec la guerre en Israël et tout ce que je peux dire, ne renoncez pas maintenant, vous l'emportez, vous détruisez le Hamas, le Hezbollah. Si Netanyahou détruit le programme nucléaire iranien, je pense que le régime lui-même risque de s'effondrer. Et du côté des États-Unis, soutenez Israël et les États-Unis et ça c'est essentiel et c'est présent. On comprend les défis que vit Israël et la majorité des Occidentaux comprennent ça très bien. Donc, le meilleur succès contre l'Iran, vous êtes tout près du succès contre l'Iran aujourd'hui. Ne renoncez pas, vous êtes près de la ligne de fin. Donc, liquidez le Hezbollah, le Hamas et le programme nucléaire iranien. John, une question finale. Que dites-vous aux gens, aux personnes qui sont prêtes à défendre Israël pour ses problèmes existentiels? Écoutez, vous savez, c'est toujours décourageant de voir la résurgence de l'antisémitisme dans le monde. C'est vrai aussi dans les campus universitaires américains et même parmi des membres à travers l'Europe et divers pays. Mais juste à cause de ces nouvelles décourageantes, ça ne veut pas dire que les gens d'Israël doivent penser qu'ils ont été abandonnés par l'Occident. C'est faux. C'est un autre problème, c'est un autre obstacle à surmonter, mais on va tous travailler pour le surmonter. Et je pense que le leadership en Israël comprend cela. Les gens doivent soutenir leur leadership et combattre comme il faut. Merci John Bolton d'avoir participé à notre émission Mallard en liberté. Merci d'avoir pris sur votre temps très précieux. Vous pouvez revenir, vous le savez, quand vous le souhaitez pour nous commenter, pour décoder l'actualité mondiale. En tout cas, merci à vous John Bolton et merci aussi à Hélène Corby et à Alain Sopp qui était notre producteur. À très bientôt sur i24 News, Mallard en liberté.